Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Beaucoup de sujets d'actualité abordés avec vous, mais peut-être un peu avant, on dit que la France insoumise n'a pas trop la forme, que le moral n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, c'est faux? Avec vous, je me demande à certains moments si c'est un souhait ou si c'est une description. Non, ça va Là, très ce bien. matin, c'est une question. Bon, alors, Et donc, c'était alors, aussi donc ça va très Et bien. c'était un lapsus de votre part, avec Donc le ça mot va très bien. évidence. Voilà. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. C'est pas parce qu'on est lucide sur la situation, c'est-à-dire on constate que on vient de passer plusieurs mois où la mobilisation sociale n'est pas parvenue à bloquer les projets d'Emmanuel Macron, que pour autant France Insoumise, le groupe de députés, on serait dans une déprime. C'est pas le cas du tout. On prépare bien cette convention et on est bien prêt pour la suite. Alors, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, était à l'Élysée mardi soir pour une rencontre avec Emmanuel Macron. Il s'agissait d'évoquer... Souriant, vous avez vu, il était souriant. Alors, on va le voir même. Ah, oui, on va l'entendre. Donc, pour évoquer avec Emmanuel Macron Et avec Charles Girard l'Europe aussi. dans la perspective des élections européennes de juin 2019. Et effectivement, à la sortie de cette entrevue, il a un peu surpris son monde, c'est pas la première fois. Hein. Jean-Luc Mélenchon, souriant, vous le disiez, et sympathique à l'égard d'Emmanuel Macron. On l'écoute. C'est le quatrième de la conversation, avec quelqu'un qui a bien des défauts, ça vous le savez, mais qui a au moins la qualité de ne pas fuir le débat. C'était pas les numéros qu'on a connus ici dans un passé proche. Bon, on a l'impression de discuter avec une anguille, quoi. Un peu séduit quand même Jean-Luc Mélenchon, hein, par Emmanuel Macron. Oh, vous y allez fort. Non, mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui assume ses idées en face de vous, vous pouvez ne pas être d'accord, mais n'empêche la discussion est plus intéressante. Jean-Luc Mélenchon là, faisait référence à François Hollande à la fin. L'anguille. Moi, j'étais avec lui pour voir François Hollande. C'est vrai que François Hollande, on le voyait, on sortait, on se disait il est d'accord avec nous. Il n'y a plus qu'à teper, on va faire la même politique. Puis il faisait exactement l'inverse. C'est pas très facile comme discussion. Ça mène à rien en fait en réalité. Bon, au moins avec Macron, on sait où il va. Il le dit, il sait pourquoi il est là. Il on l'assume. sait pourquoi nous on s'oppose à sa politique. Mais du coup, ça permet à un moment donné des confrontations et des débats politiques. On peut être opposé, on peut être adversaire politique, mais sans pour autant ne pas reconnaître certaines qualités à l'autre. Il y a du respect pour l'adversaire politique. En tout cas, nous, on a un certain respect pour ceux qui, alors dans le cadre républicain, je parle, Oui, bien sûr. mais qui assument leur position. Ça n'empêche pas de les combattre frontalement. Il n'y avait pas de respect pour François Hollande? Moi, non, écoutez, je connais mal François Hollande. Moi, j'étais pas au PS dans le temps, mais c'est vrai que les rencontres que j'ai eues avec lui à l'Élysée, c'était déstabilisant. Sur la Grèce, à un moment donné, puisqu'on en a parlé, on se rencontre avec François Hollande, on était plusieurs leaders de la gauche, on va dire, antilibérale. Et on est sortis, c'était sur le thème, moi, en termes diplomatiques, vous, dans la rue, on va œuvrer en même temps pour lever la dette des Grecs. Bon, je veux dire, puis ça a été l'inverse. Donc voilà, là au moins, on sait qui on affronte, et il l'assume, donc le débat est plus facile. On ne dira pas d'Emmanuel Macron qu'il est un capitaine de pédalo. Non, je ne crois pas qu'il soit un capitaine de pédalo. N'empêche, le navire France, il lui fait un très mauvais cap avec lui, et ça, on le combat frontalement. Sur le fond, l'Assemblée nationale dans laquelle vous siégez, Éric Coquerel, en est maintenant à donner son aval aux ordonnances qui ont été prises par le gouvernement pour réformer le Code du travail. C'est un débat, vous y avez encore participé hier soir assez tard, si j'ai bien compris. Et Nicole Pénicaud, ministre du Travail, vous disiez ceci à l'Assemblée nationale, c'était mercredi à propos de la validation de ces ordonnances. Pénicaud, et pas Nicole Pénicaud, Muriel Pénicaud, est-ce que vous conviendriez ce matin, Éric Coquerel, que ce combat contre la réforme du Code du travail, c'est fini, c'est terminé, c'est perdu? C'était marrant parce que l'extrait que vous montrez, elle me répondait. D'accord. Je fais observer que les seules organisations syndicales avec lesquelles elle dialoguait, c'était le MEDEF et le MEDEF, parce que tous les autres sont contre. Donc, on a un paradoxe, c'est que toutes les organisations syndicales, quasiment, sont contre cette réforme, qui oppose, plus ou moins frontalement, mais s'y oppose. Tous les sondages montrent que les Français sont opposés majoritairement à cette réforme, qui est pire que la loi El Khomri, qui pousse la loi El Khomri jusqu'à son aboutissement. Et pourtant, force est de constater qu'on n'a pas réussi. Quand je dis on, c'est pas seulement France Insoumise. Nous, on avait mis quand même 150 000 personnes à Paris le 23 septembre, mais on n'a pas réussi à montrer qu'il y avait
dans la rue, dans les entreprises, une majorité de Français qui s'exprimaient contre, qui se mobilisaient. Bon, voilà, il faut le constater. Mais pourquoi ? Parce que les gens sont indifférents, Non, parce que vous n'avez pas su leur expliquer les enjeux. Je crois pas. Je crois pas que les gens soient indifférents du tout. C'est pas ce qu'on ressent sur le terrain. Vous n'avez pas su leur expliquer les enjeux. Ce que je crois, c'est que les défaites, il y a eu 2 défaites successives du mouvement, mouvement social. Il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010, et puis la réforme Madame El Khomri l'an dernier. Et je crois que ça s'apaise. Bon, et comme les conditions sont peut-être pas réunies pour une grève générale, je ne sais pas, mais il y a une pression sociale forte. C'est pas facile de faire une journée de grève dans une entreprise. Déjà, vous vous faites mal voir. Puis en plus, au niveau des pertes d'emploi, manifestement, c'est pas les journées d'action toutes les 2 semaines qui permettent de mobiliser des gens en se disant on va y arriver. Donc moi, je crois plutôt que les gens se disent mais comment on fait ? C'est perdu. Il faut passer à autre chose. Ça, on n'y est pas parvenu. Nous, on avait fait une proposition. Vous vous souvenez ? Champs-Élysées. On avait dit voilà, tous ensemble. J'ai lu que c'était une donné, proposition qui était toujours sur la table. Oui, elle est toujours sur la table. Enfin, mais il faut être réaliste. Moi, je suis un peu en discussion avec les syndicats là-dessus. Oui. On voit bien que, en tout cas, les plus importants d'entre eux, pour l'instant, ne nous disent pas banco, on y va. Même nous, on disait, allez-y, on se met derrière vous. On suit. Mais s'il n'y a pas de grève générale, parce que c'est le moyen à un moment donné de bloquer un pays pour dire non, dans ces cas-là, il faut au moins montrer qu'on est des centaines de milliers. Vous savez bien que l'histoire de la Ve République montre que quand il y a eu des grosses manifestations de ce type historique, les gouvernements ont toujours reculé. Parfois d'ailleurs pas forcément... Si vous discutez toujours d'une manifestation aux Champs-Élysées, vous envisageriez de la faire quand ? C'est quoi le calendrier? Écoutez, nous, on avait remis le mois de décembre, un peu contre tous les projets Macron, le budget d'austérité, la réforme des universités qui arrive, on va peut-être en parler tout à l'heure, qui est une réforme de sélection à peine déguisée. Ça fait beaucoup de défaites quand même pour vous. Non, ça fait beaucoup de défaites. Non, vous spécialement, mais les opposants à Emmanuel Macron. C'est beaucoup de défaites pour les Français. C'est beaucoup de défaites pour les Français, parce que ça va pas améliorer la situation économique dans le pays. Et c'est des défaites, j'en conviens avec vous, en tout cas c'est des échecs, pour l'ensemble de ceux qui s'opposent à Emmanuel Macron, syndicats, associations, mouvements politiques. Voilà, on veut bien en prendre notre part. Mais enfin, nous, on a essayé, je crois, que ça soit à l'Assemblée ou cette manifestation du 23 septembre, y compris en termes de propositions, de chercher une issue. Bon, on verra par la suite comment on continue à essayer de bloquer les méfaits de M. Macron. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Vous l'évoquiez, Éric Coquerel, le gouvernement modifie le logiciel APB qui régule l'entrée des lycéens dans le monde de l'université. On écoute à ce propos Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Chaque bachelier est libre de choisir son université, sa filière, son inscription. Ce qui change, c'est que on lui demande de faire confiance à l'établissement pour lui proposer des parcours qui vont l'amener à la réussite. Alors la situation précédente était de l'aveu général mauvaise pour réguler l'entrée des lycéens dans l'université. Qu'est-ce que vous reprochez à la réforme que présente le gouvernement et Frédérique Vidal ? Elle ne dit pas la vérité. D'accord. De quel point de vue ? Parce que c'est pas vrai. Vous avez une situation maintenant où les universités pourront sélectionner leurs étudiants, alors qu'on ne nous dise pas que les étudiants pourront aller dans leurs universités et même dans leur filière de leur choix. Par exemple, vous avez également la fin de la préférence régionale. Enfin, je ne sais plus quel était le terme, mais il y avait chaque université avait un quota de ce genre d'appellation. Chaque université avait un petit quota pour le bassin, les étudiants qui correspondaient à son bassin de vie en gros. Bon, ça c'est détruit, donc ça veut dire que il y aura même plus l'assurance de pouvoir aller à l'université proche. Donc l'obligation peut-être de se déplacer avec tous les problèmes financiers que ça peut poser. Ouvrir l'université à tous sans regarder exactement si l'étudiant, celui qui veut être étudiant, peut suivre ou pas un cours. Mais ça, excusez-moi, c'est aussi susciter beaucoup d'échecs. Donc c'est la remise en question du fait que le bac ouvre à l'enseignement supérieur, ce que vous venez de dire. Et c'est ce qu'ils font. Moi, je suis désolé, mais on a voulu entraîner 80% des jeunes au baccalauréat. On a voulu faire, et je continue à penser que c'est un objectif nécessaire, avoir un peuple toujours plus formé, plus qualifié, plus éduqué. Bien. Donc, ça devrait plutôt être une réussite, le fait qu'on se dise que, par exemple, l'année prochaine, il y a 40 000 étudiants en plus qui vont arriver. Mais au lieu d'avoir mis les moyens en face, parce que la question est des moyens, en réalité, on a diminué par étudiant depuis 2008, à raison de 10%, les budgets alloués à l'université. Donc maintenant, on se retrouve à un constat, il n'y a plus assez de place. Et comme il n'y a plus assez de place, au lieu de se dire, mettons un grand plan d'urgence pour construire, eh bien, on va organiser la sélection. Les universités pourront sélectionner leurs étudiants. Les lycées, maintenant, y compris pour les étudiants qui ont le bac, dont on voit qu'il va être aussi réformé et risque fort de ne plus
plus être un diplôme complètement national. Avec vous êtes contre le... Oui, je suis contre, oui. Je suis contre le fait qu'un baccalauréat change, j'allais dire, de valeur selon l'établissement dont il formation sort. continue, une partie du baccalauréat, vous êtes contre? Oui. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'en réalité, vous allez avoir des bacs qui vont correspondre à chaque lycée et vous verrez que ça aura une incidence après pour l'entrée en université. Et là aussi, il faut convenir que la mobilisation dans les universités, les lycées est à peu près inexistante. C'est vrai pour deux raisons, je crois. D'abord, admettons que ce gouvernement est habile. Vous l'avez vu, on a l'impression, et vous le dites vous-même, on a l'impression que c'est juste en réalité un changement technique de la méthode APB. Et comme le tirage au sort était insupportable, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, finalement, il y a plus de tirage au sort, on va passer à un autre système. C'est une espèce de, on utilise à chaque fois une espèce de novlangue pour cacher les mots. Au lieu, on parle pas de sélection, donc, on parle de parcours. Enfin, première raison, l'habileté du gouvernement. Voilà, l'habileté du gouvernement. J'en dis ce qu'on vient pas. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que à l'université aussi, je crois que on a une pression sociale plus forte qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple pour des étudiants pour se mettre en grève. Vous savez que la moitié des étudiants sont aussi salariés, par exemple. Donc ça veut dire que quand vous avez des journées d'études, surtout dans des conditions très difficiles, où vous avez toujours peur de décrocher parce que les conditions matérielles sont terribles, eh bien vous réfléchissez à deux fois. Et je pense que c'est cette pression sociale qui explique aussi notre difficulté. Puisque vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, et que nous sommes dans le domaine de l'éducation, Sud Éducation 93 veut organiser 18-19 décembre, je crois, à Saint-Denis, des stages pour évoquer le racisme à l'école, et certaines des réunions qui seront faites à l'occasion de ces 2 journées d'études seront exclusivement réservées aux gens de couleur, et les gens qui sont blancs seront exclus de ces réunions. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dénoncé cette manière de faire du syndicat Sud Éducation 93. Vous soutenez le ministre ou vous soutenez le syndicat? C'est pas tout à fait comme ça, mais dans et le syndicat Sud Éducation, et on verra bien, dit qu'il accusera de diffamation toute personne qui prétend qu'en réalité il y a une sélection. Il dit que c'est ouvert à tout le monde. Mais tel que c'est présenté, je l'ai fait, j'ai pu communiquer, mais tel que c'est présenté, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir en réalité des ateliers réservés à des enseignants en fonction de leur race, tel que c'est présenté, tel qu'on peut l'interpréter, nous ne sommes pas d'accord, tout simplement pour une bonne raison. C'est que quand vous êtes un syndicat, vous organisez des salariés, ou là en l'occurrence des enseignants, en fonction de leur métier, et non pas évidemment sur un fonction certains des intervenants sont proches du Parti des Indigènes. Certains intervenants prévus et annoncés sont proches du Parti des Indigènes. On n'est pas du tout d'accord et qu'on est opposé aux indigènes. Donc je vous donne la réponse. Et donc Sud Éducation a tort d'organiser Sud Éducation 93, d'accord, estime nécessaire de faire ces réunions. Il y a une certaine liberté syndicale. Moi, nous, de notre côté, nous, par exemple, nous disons que nous n'avons rien à voir avec le pire, que nous voulons, que nous poussons nos opposants. Sud Éducation 93. Vous êtes opposé à la manière dont ils organisent ces journées. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous m'avez posé la question. Je ne suis pas d'accord avec des ateliers qui seraient en fonction, tout simplement parce que on le voit bien. Imaginez un syndicat, par exemple, d'extrême droite, qui nous explique qu'il va réserver des stages à des enseignants blancs. Tout le monde monterait sur la table avec raison. Donc, on voit bien que le concept de racialisation est un mauvais concept. Mais encore une fois, j'attends quand même de la part justement des faits, de ce qui se passe, le fait que ça ne soit pas ouvert à tout, puisque j'ai lu que Sud Éducation 93 réagissait en disant que ces ateliers étaient ouverts à tout. Donc c'est peut-être un problème d'interprétation. Pour le moins, ils se sont mal expliqués, ce qui pour des enseignants est quand même un comble. Le France Insoumise tiendra une convention ce week-end à Clermont-Ferrand, et Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente comment? Comme le leader de la France Insoumise, parce qu'il n'a pas de titre officiel, c'est ça, suscite toujours une polarisation particulière. Nous avons entendu avec curiosité Joe Star, c'était hier sur France Inter. Mais la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est toujours un objet de débat. Écoutez, oui, enfin bon... J'ai entendu Joe Star. Non, ça m'ennuie d'entendre ça parce que j'aime bien l'artiste, etc. Voilà, j'ai le droit de réagir comme ça. Mais lui, il est citoyen et il a aussi le droit. Vous m'avez dit, je lui dénie pas le droit de le dire. Moi, ça peut m'ennuyer à partir du moment où je respecte l'artiste. Je le dis à Joe Star, ça me touche, surtout qu'il a été dans certains combats. Pourquoi il le dit? Qu'est-ce qu'il ressent chez Jean-Luc Mélenchon? Peut-être parce que, vous savez, vous pouvez être un artiste à un moment donné, quand on n'arrête pas de vous rabâcher des choses sur un leader politique en le diabolisant à certains moments, parce que on a payé cher ces derniers mois. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites aussi, voilà, il y a un moment donné où votre esprit critique diminue. Donc voilà, je regrette. Je pourrais rassurer Joe Star. Jean-Luc Mélenchon pense à tout sauf justement à sa gueule, puisque nous avons justement des positionnements, y compris dans ce qu'on essaye de faire avec France Insoumise, qui essayent de changer le pays et de défendre, au moins on peut nous le reconnaître,
de défendre un vrai projet, un vrai programme, d'essayer de faire en sorte de mettre ce programme au pouvoir et de donner le pouvoir au peuple avec la 6ème République. Il n'y a pas de culte de la personnalité. Non. Ah non. Et Joe Star écoute trop les médias. Comment ? Et Joe Star écoute trop les médias. Peut-être. Mais bon, je suis plus ennuyé qu'autre chose. Voilà, je le dis. J'ai pas envie de critiquer spécialement Joe Star. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupet. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Ce tweet du dirigeant socialiste que nous allons voir et que je vais lire pour ceux qui nous écoutent, Gérard Filoche, a déclenché beaucoup de réactions négatives. On voit Emmanuel Macron avec un brassard qui rappelle un brassard nazi, mais c'est un dollar qui est dessiné dessus. Et Filoche a écrit un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt. Et puis, à l'arrière-plan, Patrick Drahi, Jacques Attali et un banquier de la famille des Rothschild a laissé penser que ce tweet avait une sévère consonance antisémite. Qu'avez-vous pensé de ce tweet, Éric Coquerel ? Le visuel est antisémite. Bon, c'est clair. Maintenant, si vous me demandez si Gérard Filoche, qui des fois nous tape aussi, est antisémite. Est antisémite, je connais depuis maintenant plusieurs décennies. Je vous dirais qu'il n'est ni antisémite ni raciste. Voilà, ça c'est ma conviction. Mais le visuel qu'il tweet, donc c'est le visuel qu'il tweet est clairement antisémite. Comment quelqu'un qui n'est pas antisémite n'est pas sensible C'est un mystère. Je me pose la question. Voilà, vous me posez la question. Oui, je me pose la question. C'est logique d'exclure quelqu'un qui a fait ça ou pas. J'aurais préféré que Gérard Filoche s'en aille de lui-même du PS. Ça fait plusieurs fois qu'il est en désaccord. Vous comprenez que le Parti Socialiste l'ait exclu du coup ? Vous comprenez que le Parti Socialiste l'ait exclu du coup ? Écoutez, je pense que ça fait longtemps que le Parti Socialiste voulait exclure Filoche. Ils le font. Quelque part, je regrette que Filoche, leur ait mis ça sur un plateau, parce que encore une fois, c'est surtout pour lui. Je veux dire, c'est clairement un visuel antisémite. Il vient même de l'extrême droite. Donc je ne sais pas à quel moment il dit qu'il n'a pas vu le fond. Je pense qu'il aurait pu il aurait dû éviter d'expliquer que c'est un complot contre lui et dire voilà, point, je m'excuse et il n'y a pas. Maintenant, si vous me posez la question, je ne vais pas être démagogique. Filoche, pour le connaître, ne peut pas être catégorisé comme quelqu'un d'antisémite. Vous dites c'est un dessin antisémite, une photo antisémite. Bien sûr. Donc c'est inacceptable. Le visuel est inacceptable, bien sûr. Et Gérard Filoche est devenu, à vos yeux, politiquement infréquentable ou pas ? Écoutez, moi j'attends de voir ses réactions, qu'à un moment donné il explique ce qu'il a fait, etc. Pourquoi ? Bon, il dit qu'il n'a pas vu il s'est expliqué beaucoup. Bon. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Et il dit c'est un prétexte. Mais je vais vous dire une chose. Mais est-ce qu'il pourrait vous rejoindre ? C'est ça la question. Je vais vous dire une chose. Il y a quelques temps ça, il y a eu un dessin à la une du Monde, de Plantu, qui montrait Jean-Luc Mélenchon avec un brassard qui ressemblait à un brassard nazi. C'était très clairement comme ça, et dans un signe très fasciste et très d'extrême droite, qui était un signe d'amalgame, un signe donc du coup pour autant je ne vous demande pas si vous voyez toujours le dessinateur qui a fait cette caricature. Mais si, c'est qu'à un moment. Non, vous avez raison, parce que lui, il l'a assumé totalement. Ça porte de l'avoir fait. Ce que fait Plantu. Oui, non, mais il l'a assumé totalement. On a même défilé pour ça, c'est la caricature. Il y a un révisionnisme là-dedans. C'est Quand le vous droit à la accusez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il y a un révisionnisme. Donc, je vous demande pas si vous continuez à parler à Plantu. Je pense que oui. Vous ne puissiez pas répondre à cette question simple. En plus, il l'a assumé. Est-ce que Gérard Filoche est devenu infréquentable ou pas, politiquement ? Comme je vous dis que, à mon avis, Gérard Filoche, pour ma part, je pense que Gérard Filoche n'est pas antisémite. C'est quelque chose qui est contraire à ce qu'il a défendu toute sa vie. Bon, maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il redise très clairement que c'est qu'il présente des excuses. Oui, voilà. Et s'il le dit, peut-être que vous pourriez travailler avec lui. Mais vous avez dit, j'aurais voulu qu'il parte plus vite du Parti Socialiste. Non, j'ai dit une chose. C'est qu'il avait beaucoup d'occasions de partir du Parti Socialiste. Pour vous rejoindre, par exemple, pour travailler ensemble. La caution de gauche au Parti Socialiste. Voilà. Maintenant, bien évidemment, comment voulez-vous que quelque part nous assumions, et d'une manière ou d'une autre, un visuel qui est clairement antisémite ? Je peux pas vous dire mieux. Je parle pas du visuel, je parlais de Gérard Filoche. Poser la question aussi aux amis de Filoche là-dessus. C'est pas nous qui sommes politiquement, en tout cas, vous remarquerez que nous sommes pas. Gérard Filoche n'a pas souhaité depuis des années faire des choses avec nous spécialement. Donc il y a des gens avec qui il fait beaucoup de choses. Posez-lui la question. Un conflit, mais visiblement mal à l'aise beaucoup de dirigeants de gauche, celui qui oppose Edoui Plenel à Charlie Hebdo. On écoute Edoui Plenel qui dénonce ceux qui mènent, dit-il, une guerre contre l'islam. Oui, vous vous sentez le plus proche, Éric Coquerel ? Écoutez, moi ce que je considère sur cette histoire, c'est que je vais vous le traiter sur le fond. On est dans un moment
où des gens ont envie et je pense notamment à Daesh, ont envie de faire en sorte qu'il y ait une tension dans ce pays, une division dans ce pays, notamment sur la question religieuse, d'en faire l'épicentre du débat politique dans ce pays. Et je considère que tous ceux qui, quelque part, attisent le brasier, c'est-à-dire par exemple qui à travers les déclarations d'un côté de Charlie, les déclarations d'un côté de Plenel, utilisent ça pour finalement importer en France, je pense notamment à Monsieur Valls, le choc des civilisations, en laissant penser que à partir du moment où Plenel riposte contre une caricature contre lui, c'est qu'en réalité, il est un complice quasiment des terroristes, ce que Valls nous a fait aussi dans l'Assemblée, quand nous étions contre la transformation de l'état d'urgence en loi. Bon, à partir du moment ça, je pense qu'il y a, quand vous avez quelque chose de ce type, une confrontation entre des personnalités comme Plenel et Charlie de l'autre côté, je crois que on devrait plutôt, nous, en tant qu'observateurs, en tant que responsables politiques, je veux dire, remettre le débat de manière rationnelle et non pas attiser les choses. Je pense qu'il y a des gens qui attisent les choses. Oui, on attise les choses parce que quand on veut tirer de cette histoire, on n'a pas besoin d'attiser. Quand on veut tirer de cette histoire, l'impression que d'un côté, en réalité, avec ses déclarations, Plenel appelle au meurtre. Moi, je peux comprendre. Vu ce qu'a vécu Charlie, attendez, vu ce qu'a vécu Charlie, c'est risque qu'il a écrit. Oui, justement, je ne parle pas de risque. Je peux comprendre à un moment donné, vu ce qui s'est passé à Charlie, que Charlie s'exprime comme ça. Par contre, il y a des gens autour qui ne peuvent pas prétendre que Plenel, et qui le savent, puisque c'était un appel au meurtre de la part de Plenel. Voilà. Et de l'autre côté, il est évident aussi que Charlie Hebdo doit avoir tous les droits de faire les caricatures qu'il souhaite. Bien. Et que je rappelle que la question du blasphème n'existe pas dans ce pays. Et Merci. Merci Éric Coquerel. Bonne journée à vous.